Bonjour à tous. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour vous parler de l'entrepreneuriat et de quel statut juridique choisir quand vous êtes entrepreneur en fonction de votre projet. Donc je vais dérouler un certain nombre de slides et évidemment n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Alors nous allons d'abord envisager le choix de la structure selon le projet concerné. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le type d'activité, le type d'exercice, c'est-à-dire seul, en société ou en groupement, et les moyens apportés. Ensuite, effectivement, il y a le choix de la structure selon les conséquences attachées à cette structure, et notamment le régime fiscal, le régime social, les responsabilités des dirigeants et des associés, ainsi qu'un certain nombre de points de détail, mais qui ne sont pas négligeables. Alors, tout d'abord, le choix de la structure selon le type d'activité. Alors, en fonction du type d'activité, qu'elle soit commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale, le choix de la structure ne sera pas tout à fait identique. Par exemple, il y a certaines structures qui sont imposées à certaines activités, notamment les débitants de tabac, par exemple, ils sont obligatoirement en SNC. Une SNC, c'est une société en nom collectif qui a un régime de responsabilité des associés très particulier. J'y reviendrai après. Ensuite, il y a certaines activités comme l'épargne où les SARL ne sont pas autorisées. Et voilà, certains artistes et les avocats comme moi, dont les activités sont aussi encadrées et réglementées. Donc, pour faire très rapide, les activités commerciales en général sont exercées sous forme de SARL, SAS, SA, EURL, bon je vous passe. Donc les SARL, c'est des sociétés à responsabilité limitée. Les SAS, ce sont des sociétés par action simplifiée et les SA, ce sont des sociétés anonymes. Après, il y a la forme pluri-associée ou simple associée. Les versions, pour les types d'activités artisanales, nous avons effectivement les mêmes formes de sociétés, c'est-à-dire la SAS, la SASU, le URL, la SARL ou l'EIRL, mais avec un certain nombre de conditions et notamment un nombre de salariés maximum. Les sociétés industrielles, alors en général, c'est plutôt SAS ou SA, et rarement des SARL parce qu'il y a de forts besoins capitalistiques et vous verrez que c'est plus simple sous forme de société par action. Les activités agricoles qui, elles, regroupent des types de structures très particulières qui sont les groupements fonciers agricoles, les sociétés civiles d'exploitation ou les groupements agricoles d'exploitation en commun. Et les activités libérales qui sont sous forme de sociétés d'exercice libéral, alors à responsabilité, par action simplifiée, voilà. Mais c'est toujours d'exercice libéral. Alors, il y a donc le type d'activité et évidemment le nombre de personnes. Si vous êtes seul, a priori, c'est plutôt une EIRL, donc une entreprise individuelle à responsabilité limitée, ou une EI, une entreprise individuelle, ou une société personne morale qui serait une EURL ou une SASU, c'est-à-dire entreprise à responsabilité limitée unipersonnelle ou société par action simplifiée unipersonnelle. À partir du moment où vous êtes plus de deux associés, enfin vous êtes deux associés ou plus, on arrive dans une société, dans les SARL, SAS, SA, SCP, SNC, CELARL pour les activités libérales, enfin il y a tout à... Voilà. Et en groupement, ce sont les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus rare quand on est entrepreneur. En général, le groupement, ça vient en second temps. Il y a un certain nombre de points à prendre en compte dans le cadre de la création de la société et du type de société. C'est qu'en fonction de votre projet, si vous êtes effectivement associé unique à plusieurs, avec une envie d'ouvrir le capital de votre société à terme ou pas. Il y a des formes sociales qui s'adaptent plus, notamment les SAS. Alors vous avez dû tous en entendre parler, mais la SAS, elle permet une grande souplesse, notamment dans la direction, dans la rédaction des statuts, ce que ne permet pas les SARL, par exemple. Et pareil, en termes de direction de la société, dans les SAS, nous pouvons avoir des personnes physiques ou des personnes morales. Alors ça a un impact fiscal. Je n'aurai pas le temps de développer ce point-là aujourd'hui, mais ça peut avoir un vrai impact de mettre une personne morale présidente, par exemple, alors que dans la SARL, c'est simplement une personne physique
qui peut être gérant de la société. Alors, évidemment, le type de structure et le choix de la structure, il va avoir un impact fiscal assez important. Donc, vous avez les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou les entreprises unipersonnelles à responsabilité et les SASU, les sociétés par action simplifiée unipersonnelles, ont des régimes fiscaux différents. Alors, quand on est en entreprise individuelle, qu'elle soit à responsabilité ou pas, vous avez un régime fiscal qui est l'impôt sur le revenu, a priori, sauf option pour l'IS, mais ça, c'est pour l'impôt sur les sociétés. Vous avez un régime social qui est simplifié. L'entreprise individuelle, en fait, vous permet de ne pas avoir de comptabilité à tenir à proprement parler. Vous avez surtout un grand livre des recettes et un grand livre des achats. Voilà, c'est quelque chose de très souple. En revanche, évidemment, ce régime simplifié et avec une fiscalité avantageuse n'est possible que si vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, quand on est dans le service et la prestation de service, le seuil, c'est 72 600 € par an. Et quand on est dans la vente de biens, c'est 176 200 €. Voilà. En revanche, évidemment, quand on est en entreprise individuelle, on est, comme son nom l'indique, individuel, donc seul. Il n'y a pas de possibilité d'association. Si vous avez à terme envie de vous associer, évidemment, il faut opter pour une structure avec une personnalité morale qui serait une SARL ou une SAS. Alors, en matière de URL et de IRL, il y a aussi un régime social pour les entrepreneurs qui est simplifié et plus léger. Donc, ça a vraiment un intérêt si vous n'avez pas de vocation à vous associer à terme et en fonction de votre activité et des dépenses que ça va représenter aussi. Parce que le régime des ce qu'on appelle micro-régime, vous ne déduisez pas vos frais. Comme vous dépensez 10 €, vous ne déduisez pas 10 €. En fait, ce sont des abattements. Donc, en fonction des investissements que votre activité va nécessiter, évidemment, le choix de la structure va être différent. Alors, en ce qui concerne les moyens apportés, alors aujourd'hui, c'est un point moins important. Mais quand même, dans les sociétés anonymes, le capital minimum, c'est 37 000 €. Alors, encore une fois, si vous avez aujourd'hui, on conseille rarement de constituer une société anonyme quand vous avez un projet à porter, sauf si vous avez l'intention un jour d'être coté en bourse. Bon. Et encore une fois, on peut la constituer en SAS et éventuellement la transformer en SA derrière. Ça sera plus simple. Voilà. Ensuite, pour les sociétés personnes morales telles que les SARL, les EURL, les sociétés en nom collectif, les SAS ou les SASU, le capital minimum est de 1 €. Donc c'est assez facile. Une petite chose à prendre en compte en fonction des personnes avec lesquelles vous allez travailler, c'est que dans les SARL, vous pouvez faire de l'apport en industrie. Il faudra juste faire attention aux conditions dans lesquelles vous le faites. Mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir un associé qui, au lieu de mettre de l'argent, va apporter son travail et il ne recevra pas des parts en contrepartie ou des actions en contrepartie. En revanche, il recevra des droits dans les bénéfices de la société. Voilà. Et dans les SA, l'apport en industrie n'est pas possible. Alors, le choix de la structure selon les conséquences attachées. Donc, j'en parlais tout à l'instant, le régime fiscal des dirigeants est différent. Donc, quand on est en entreprise individuelle, on est imposé normalement en transparence, comme si c'était vos revenus directs. Quand on est sous forme de personne morale, donc une société SARL ou SA ou SAS, il y a plusieurs régimes. Donc, le régime social, par exemple, d'une SAS, le dirigeant d'une SAS, il est ce qu'on appelle assimilé à un salarié. C'est-à-dire qu'il est comme un salarié d'un point de vue social. Ça ne vous donne pas le droit à Pôle emploi, mais ça vous donne le droit de cotiser quand même comme un salarié. Quand on est en SARL, il y a deux types de régimes. Le premier, c'est si vous êtes SARL et que vous détenez la majorité du capital de votre SARL. Dans ces cas-là, vous êtes un gérant majoritaire et vous êtes considéré comme un travailleur non salarié, c'est-à-dire que vous êtes affilié à l'URSSAF et anciennement au régime social des indépendants qui a été fusionné avec la sécurité sociale. Mais donc vous avez un régime très différent avec des charges qui sont moins lourdes que celles d'un salarié. C'est-à-dire qu'on parle de charges entre 40 et 45% pour un gérant majoritaire,
alors que pour un président salarié, on est plutôt, il y a les charges patronales et les charges du salarié, et on est plutôt aux alentours de 60%. Voilà. Donc c'est une chose à prendre en compte, sachant que si vous êtes en gérance majoritaire et que vous ne vous versez pas de rémunération parce que la société n'a pas les moyens pour le moment, vous payez quand même des cotisations minimum. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, évidemment, en fonction de comment vous envisagez de vous rémunérer à court, moyen ou long terme. Et enfin, si vous avez un peu de liquidité à côté et que vous avez envie de monter votre structure et que vous pensez vous rémunérer, pas sous forme de rémunération mensuelle, mais sous forme, par exemple, de dividendes, alors dans ces cas-là, on privilégiera plus la SAS que la SARL, parce que dans la SARL, on a un double niveau de cotisation. Alors, ensuite, les distributions de dividendes. Alors, quand on est un associé personne physique, quand on verse des dividendes, c'est en général ce qu'on appelle la fameuse flat tax. Donc, c'est 30%, c'est 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de contribution sociale. Alors, il y a des options pour effectivement bénéficier d'abattements et d'être imposé au barème progressif. Mais en gros, si vous avez un taux d'imposition qui est supérieur à 12,8%, ça vaut le coup plutôt de se verser d'opter pour la flat tax. Si c'est une société, en revanche, qui est associée de la société en question qui va exploiter, dans ces cas-là, il y a des régimes différents en fonction de si le régime mère-fille s'applique ou non. Alors, ensuite, donc, le régime fiscal des sociétés. Donc, certaines structures, c'est l'impôt sur le revenu, notamment les sociétés en non collectif, avec des options, éventuellement, pour l'impôt sur les sociétés. Alors, l'avantage et l'inconvénient d'avoir une structure à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, c'est que si vous avez pour projet d'avoir une société qui va être extrêmement rentable tout de suite, à l'impôt sur le revenu, vous êtes instantanément imposé sur l'intégralité des bénéfices de la société, par transparence. C'est comme si la structure personne morale n'existait pas. Alors que quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, la structure personne morale fait écran. C'est-à-dire que vous réalisez des bénéfices, la société va payer de l'impôt pour elle-même, et ensuite vous pourrez vous verser des dividendes derrière. Donc toujours, on en revient toujours au même point, c'est en fonction de votre projet et du projet que vous portez et des perspectives que vous avez, le choix de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés est très important. Sachant que vous pouvez faire impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés dans toute forme de société, mais pour les sociétés par action et pour les sociétés par action, l'option ne dure que 5 ans pour l'impôt sur le revenu. Voilà. Après, on tombe forcément dans l'impôt sur les sociétés. Donc, le taux d'impôt est en train de baisser. Il est aujourd'hui, en 2021, de 26,5. Alors, 15% pour le chiffre d'affaires inférieur à 7,3 millions. Et au-delà de 7,3 millions, il est à 26,5%. Et à terme, normalement en 2022, l'idée, c'est d'avoir un taux d'imposition unifié à 25%. Avec un taux préférentiel à 15%, mais je vous épargne les détails. Voilà. Alors, très important dans le choix de la structure, la responsabilité du dirigeant. Quand vous êtes en entreprise individuelle, vous avez une responsabilité qui est intégrale sur votre patrimoine, sauf si vous optez pour une déclaration d'insaisissabilité de vos biens, ou alors si vous affectez une partie de votre patrimoine professionnel à votre activité professionnelle. Dans ces cas-là, votre responsabilité sera limitée aux actifs que vous avez affectés à votre activité professionnelle, alors que quand nous sommes en société, la responsabilité, c'est la responsabilité a priori du dirigeant, enfin de la société, pardon, et le dirigeant ne pourra être mis en cause que s'il a agi dans le désintérêt de la société, ou alors il a intentionnellement fraudé ou commis des actes dont il savait que les conséquences étaient néfastes pour la société. Dans ces cas-là, effectivement, il engagera sa responsabilité personnelle. Mais a priori, en société, c'est la responsabilité de la société qui vient faire écran. Alors, là, on en vient à la responsabilité des associés. Donc, effectivement, en fonction du type de structure, les responsabilités sont différentes. Donc, les sociétés en non collectif, ce qu'on appelle communément les SNC,
ont une responsabilité indéfinie et solidaire des associés, c'est-à-dire que vous êtes responsable sur l'intégralité de votre patrimoine. Et en plus, un créancier peut venir vous engager votre responsabilité à vous pour le compte de tout le monde, c'est-à-dire à votre charge de vous retourner contre vos associés. Voilà. Mais le créancier, une banque par exemple, peut vous dire vous me payez pour tout le monde et à charge pour vous de vous arranger avec vos associés. Donc ça, c'est très important. Et en général, on évite de conseiller la SNC dans le cadre d'activités commerciales, sauf pour les débitants de tabac où c'est une obligation qui est imposée par l'État. Mais à l'exception de ça, on évite parce qu'effectivement, la responsabilité des associés est très lourde. Ensuite, dans les SA, les SARL ou les SAS, la responsabilité d'un associé, elle est limitée au montant des apports. Donc si vous avez mis 1 euro de capital, la responsabilité est quand même assez faible. En revanche, évidemment, vous pouvez toujours être poursuivi personnellement si vous avez commis des actes qui sont contraires à l'intérêt social, ou si vous avez porté caution dans le cadre d'un emprunt bancaire fait par la société. Là, évidemment, vous êtes engagé personnellement. Mais normalement, si vous vous comportez bien, la responsabilité, elle est limitée. Alors, ça, c'est très important si vous envisagez des cessions. Encore une fois, il faut voir à court, moyen et long terme ce que vous avez envie de faire de votre structure, si vous décidez de monter une structure. Mais dans les SARL, quand vous cédez vos parts à quelqu'un, vous payez des droits d'enregistrement à l'État, au Trésor public, qui sont de 3% du prix de cession. Alors que quand vous êtes en société par action, les droits d'enregistrement, c'est 0,1%. Donc encore une fois, si à terme vous avez l'intention de céder votre société, parfois la SAS est plus intéressante. Alors, il se peut aussi qu'au départ de votre projet, vous soyez sous forme de SARL parce que finalement c'est ce qui convient le mieux à votre activité. Et à terme, en fonction de vos perspectives de sortie, il y a toujours la possibilité de transformer votre société en une autre forme. C'est-à-dire de passer par exemple de SARL en SAS. Voilà. Et alors ça, c'est très important. C'est pas si important, mais ça a un impact quand même. C'est que si vous avez un projet dans lequel vous allez investir, un certain nombre de salariés vont s'investir, parfois, et communément, on appelle ça les management packages. Parfois, on a envie d'intéresser ces salariés aux résultats de la société et au capital de la société. Et dans ces cas-là, il est extrêmement important de se mettre en SAS, de constituer une SAS et pas une SARL, parce qu'il y a un certain nombre d'outils tels que les actions gratuites, les bons de souscription de parts de créateurs ou les stock options. Mais bon, ça, on en voit moins aujourd'hui parce que c'est moins intéressant fiscalement. Mais surtout, les BSPCE et les actions gratuites, vous ne pouvez le faire que lorsque vous êtes en société par action. Voilà. Donc, effectivement, pour le choix de votre structure et pour le choix des personnes avec lesquelles vous allez travailler, ce point-là est à prendre en compte aussi. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé et que maintenant, les questions sont ouvertes. Alors, effectivement, on a une question de Marie qui demande si la SAS, c'est forcément obligatoirement 2 personnes ou est-ce qu'il peut y en avoir plus ? Non, il peut y en avoir plus, jusqu'à 100. Est-ce qu'on peut le faire à 2 ? Oui, on peut le faire à 2. En fait, la SAS, on appelle ça SASU ou SAS. La SASU, c'est unipersonnel, donc vous êtes un associé. Et à partir du moment où vous êtes en SAS, vous êtes 2 ou plus. Bonjour Marie. Et on a une question de Laura qui demande quand la question se pose de créer plusieurs structures juridiques, à qui s'adresser pour être accompagné dans ce montage ? Bonjour Laura. Alors, le choix de la structuration de votre projet, je pense qu'il faut être accompagné par un avocat pour essayer effectivement de vous guider au mieux et en fonction de votre projet, sachant que créer une holding avec des sociétés en dessous, ça a des coûts comptables, juridiques. Et donc voilà, donc il faut bien réfléchir à la manière ce que vous voulez faire et là où vous voulez aller pour éventuellement choisir votre structuration juridique. Mais en général, c'est quand même un avocat qui vous conseille. On a Natasia qui demande si vous pouvez revenir un peu sur le statut de la micro. Alors, le statut de la micro, je reviens en arrière. Bonjour Anastasia. La micro, en gros, je vais le faire très simple. Alors, pardon. Donc, revenir un peu sur le statut du régime micro.
ça permet en fait aux entrepreneurs de bénéficier d'un régime simplifié, que ce soit fiscal et social, et déclaratif. Parce que autant la fiscalité est allégée et simplifiée, autant le régime social est simplifié aussi, c'est-à-dire que vous payez des cotisations simplifiées, mais aussi l'administratif, tout le travail administratif derrière est simplifié. Voilà. La seule chose, c'est que quand on est en micro, évidemment, ça a un tel avantage que vous êtes limité si jamais vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires en fonction de votre activité. Si vous vendez des prestations de services, c'est 72 600, et si vous vendez des biens, c'est 172 000 et quelques. Voilà. Et il n'y a pas de TVA. Vous êtes en franchise de TVA en dessous d'un certain seuil. Alors, si vous êtes seul, effectivement, je reprends la question. La question est de dire, si on est seul et qu'on n'a pas vocation à s'associer, mais qu'on a vocation plutôt à faire des partenariats, quel est le meilleur choix entre EIRL ou EURL? Sachant que le IRL, vous êtes une entreprise individuelle, donc sans personnalité morale, et le URL, vous avez une responsabilité, vous avez une société personne morale qui fait écran. J'aurais tendance à dire, encore une fois, ça dépend. Alors là, c'est dans le cadre du secteur tertiaire, mais il faut étudier un peu la question. Mais a priori, si vous voulez faire des partenariats, en fonction des partenariats, vous avez quand même plutôt intérêt à être sous forme de société et donc d'EURL que d'entreprise individuelle où vous êtes personnellement responsable. Voilà. Sachant qu'en matière d'EURL, vous pouvez bénéficier du régime micro comme en matière d'EIRL. Donc, mais quand il y a des partenariats, c'est toujours mieux d'avoir une structure personne morale interposée. Alors, qu'en est-il du statut de l'auto-entrepreneur ? Alors, le statut de l'auto-entrepreneur, c'est un statut qui est encore plus simple que tout ce que je viens de vous expliquer là, qui est limité effectivement à un certain montant de chiffre d'affaires, qui est réévalué tous les ans en fonction de votre activité. Et encore une fois, ça dépend de votre activité, ça dépend de si vous avez beaucoup de frais. L'auto-entreprise, c'est très intéressant quand vous n'avez pas beaucoup de frais engagés dans le cadre de votre activité. À partir du moment où vous avez des vrais frais, ça devient moins intéressant parce que vous ne pouvez pas les déduire de votre résultat. Vous êtes imposé sur 100% de votre chiffre d'affaires, avec un régime préférentiel, certes, mais quand même sur 100% de votre chiffre d'affaires. Alors, on a Valérie qui demande quel est l'avantage d'une EIRL versus la micro-entreprise. D'une EIRL versus la micro-entreprise. Alors, l'EIRL, c'est un type de structure et la micro-entreprise, c'est un régime fiscal. Vous pouvez être en EIRL ou EURL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, avec le régime micro-entreprise. En fait, c'est le régime micro-entreprise, c'est le régime fiscal et social qui est avantageux, qui vous permet d'éviter d'avoir une comptabilité comme une société normale. Vous avez c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un traitement administratif qui est simplifié avec un régime fiscal et social qui est simplifié. On a Bilal qui nous demande, est-il possible d'être auto-entrepreneur et de créer une entreprise SARL ou SAS en parallèle? Alors Bilal, donc la question est, est-il possible d'être auto-entrepreneur et de créer une SARL en parallèle? Alors oui, mais pas pour la même activité. Parce qu'encore une fois, l'auto-entreprise, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages avec des seuils de chiffre d'affaires. Et si la SARL a la même activité, il va avoir un problème. Alors que vous pouvez évidemment créer deux activités qui n'ont rien à voir, et une être en auto-entreprise et l'autre être sous forme de SARL sans difficulté, associée avec d'autres personnes ou pas d'ailleurs.
Alors, Héloïse demande quelle est la différence entre l'entreprise individuelle et l'auto-entrepreneur. Le système de l'auto-entreprise est beaucoup plus simple que l'entreprise individuelle. C'est-à-dire que vous êtes... les régimes fiscaux et sociaux ne sont pas les mêmes. L'auto-entreprise, vous avez effectivement un régime extrêmement simplifié, alors que l'entreprise individuelle, vous avez un régime simplifié. Mais encore une fois, ce sont des structures. L'auto-entreprise, par exemple, si vous donnez des cours à domicile, évidemment qu'on vous conseille l'auto-entreprise parce que vous n'engagez aucun frais. C'est juste, entre guillemets, votre personne, vous réalisez du chiffre d'affaires et vous avez un régime fiscal qui est extrêmement privilégié. L'entreprise individuelle, c'est déjà un stade un peu supérieur avec des frais que vous allez engager, que vous n'allez pas déduire à l'euro, c'est-à-dire que vous dépensez 10 euros, vous ne déduisez pas 10 euros de votre résultat. Vous avez des pourcentages qui sont attitrés en fonction du type d'activité, que ce soit la vente, la prestation de services, la vente de biens ou autre. En fait, il défalque de votre chiffre d'affaires un pourcentage, comme si vous aviez 34% de frais, par exemple. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est en fonction de votre activité. L'auto-entreprise peut être préférable plutôt que l'entreprise individuelle. Ce n'est pas les mêmes régimes fiscaux. Alors, très bien. On a Juliana qui est à l'étranger et elle demande si finalement, en tant qu'entreprise individuelle ou SARL, on ne paye les impôts que lorsqu'on a du chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'on ne paye d'impôts que quand on réalise du chiffre d'affaires en entreprise individuelle ou en SAS? Alors, oui. Enfin, vous ne payez d'impôts pas que quand vous réalisez du chiffre d'affaires, mais quand vous réalisez du bénéfice. Alors, oui, on paye de l'impôt quand vous réalisez des bénéfices, évidemment. La seule petite différence, c'est que vous allez, par exemple, en SARL, en fonction de si vous êtes gérant majoritaire ou minoritaire, même si vous ne versez pas de rémunération, vous allez payer des cotisations minimum à l'URSSAF, alors que vous ne touchez pas 1 euro. Voilà. Mais oui, enfin, vous ne payez qu'à partir du moment où vous gagnez de l'argent. On a Florence qui demande peut-on être à la fois en micro-entreprise et une SASU sur des activités très proches, ou cela pourrait-il être considéré comme un choix à but essentiellement fiscal? Alors, c'est Laurence ? Florence, pardon, Florence. Florence, oui, donc l'idée, c'est d'avoir deux activités qui sont quasiment similaires avec un statut micro et un statut social, impôt sur les sociétés normal. Oui, ça pourrait être considéré comme un but exclusivement fiscal, c'est-à-dire que de bénéficier, entre guillemets, du régime micro pour une partie de votre activité et bénéficier du régime normal pour le reste, sachant que le régime micro n'est applicable que si vous ne dépassez pas un certain chiffre d'affaires. Donc, vous ne pouvez pas créer une micro-entreprise jusqu'à 72 000, rester à 72 000, bénéficier du régime fiscal et social avantageux pour les 72 000, et à côté, faire une société. Là, dans ces cas-là, effectivement, l'administration vous dira non. Vous avez dépassé les seuils parce qu'en fait, l'activité est identique et donc vous êtes assimilé, vous êtes au régime réel normal en entrepreneur individuel ou alors en société, avec toutes les conséquences que cela implique, les déclarations qui sont alourdies, la TVA qui s'applique aussi. Enfin voilà, il y a tout un certain nombre de conséquences. On a Guillaume qui nous demande s'il est facile, dans le cadre d'une SAS, de se désengager de la structure pour un des associés. C'est Guillaume ? Guillaume. Alors, Guillaume, la question est s'il est possible de se désengager de la structure pour l'un des associés, si un associé veut sortir de la structure. Alors encore une fois, c'est très facile quand tout le monde est d'accord, parce que si effectivement vous avez envie de céder vos actions et qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous les acheter à un prix sur lequel vous êtes d'accord, c'est très facile. Le formalisme est très facile et c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on préconise les sociétés par action plutôt que les SARL, parce que le formalisme est beaucoup plus léger. En revanche, il faut que vous ayez en face quelqu'un qui veuille effectivement vous racheter vos actions. Sinon, c'est compliqué. Voilà. Alors Muriel, est-ce que vous pouvez bénéficier de la franchise de TVA quand vous achetez du matériel ? Alors
à partir du moment où vous êtes en auto-entreprise, vous ne facturez pas de TVA, donc vous ne déduisez pas de TVA. C'est-à-dire que pour vous, la TVA, si vous achetez un ordinateur, vous payez la TVA et vous ne pouvez pas la récupérer derrière. Voilà. Alors, on a Foura qui nous demande si vous pouvez revenir sur le statut social du dirigeant en SAS. Alors, Foura demande des précisions sur le statut social du dirigeant en SAS. Donc, le dirigeant en SAS, il est mandataire social parce qu'il est dirigeant, mais il est assimilé à un salarié pour les cotisations sociales. C'est-à-dire, vous payez toutes les mêmes cotisations qu'un salarié, sauf les cotisations Pôle emploi. Parce que, comme vous êtes dirigeant, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc voilà, vous payez tout comme un salarié, sauf Pôle emploi. Et ce qui a un impact certain, parce qu'évidemment, les cotisations salariées sont plus élevées que quand on paye l'URSSAF. On a Myriam qui nous demande auto-entrepreneur plus partenariat, comment est-ce que ça se passe? Alors, Myriam qui nous demande comment se fonctionne l'auto-entrepreneur et le partenariat. Alors, encore une fois, c'est assez vague comme question. Mais si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez envie de faire des partenariats, vous signez vos partenariats à titre individuel. Et tout ce que les partenariats vous feraient éventuellement gagner sont imposables dans le cadre de votre auto-entreprise. Voilà, c'est tout le chiffre d'affaires que vous réaliseriez. Mais c'est-à-dire que vous portez le projet à titre personnel. Alors maintenant, on a Louis qui nous demande pour la SAS, comment ça se passe dans le choix de l'IS ou de l'IR pour le dirigeant? Alors, Louis qui nous demande comment ça se passe dans le choix de l'option fiscale impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés pour le dirigeant. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait un peu trop de temps. Mais en fonction de l'activité, du chiffre d'affaires réalisé, des bénéfices prévus, l'option pour l'impôt sur le revenu pourrait être plus intéressante que l'impôt sur les sociétés en SAS, sachant que si vous optez à l'impôt sur le revenu lorsque vous créez votre SAS, au bout de 5 ans, ça prend automatiquement fin et vous tombez dans le régime de l'impôt sur les sociétés. Mais ça a plus un impact sur les associés plus que sur le dirigeant. C'est-à-dire, c'est la manière dont les associés vont être imposés en transparence ou non. Si vous êtes allié à l'impôt sur le revenu, vous êtes imposé en transparence. C'est-à-dire que tous les bénéfices de la société seront imposés dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors que si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, la société fera écran et vous ne serez imposé que si vous versez des salaires ou des dividendes. On a Émilie qui nous pose une question pas simple. Donc, quel statut pour une société, donc il y aurait 2 associés salariés plus un collaborateur indépendant, qui a une activité libérale et une activité commerciale? Alors, c'est Émilie qui pose une question pas effectivement évidente comme ça. Vous seriez 2 salariés plus un collaborateur et il y aurait une partie libérale et une partie commerciale. Alors déjà, il faut faire très attention parce que les activités libérales, en général, elles sont réglementées. Par exemple, je vous prends l'exemple d'un avocat comme moi parce que je connais bien le sujet. Un avocat ne peut pas exercer d'activité commerciale à proprement parler. Il ne peut le faire qu'à titre accessoire et en plus, c'est encadré. Donc, et aujourd'hui, alors c'est en train de s'assouplir et avec la loi Macron, ça s'est encore assoupli. Mais normalement, les activités libérales ne pouvaient pas s'associer avec d'autres activités commerciales. Aujourd'hui, vous pouvez partager des locaux, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais c'est très encadré. Donc, quel type de structure, ça dépend vraiment de votre projet et de quelle activité on parle. On a Marine qui nous demande s'il est possible d'embaucher à terme donc, des salariés avec un statut de IRL ou de URL. Oui, vous pouvez. Alors, Marine, pose la question de savoir si effectivement vous pouvez embaucher des salariés sous forme de IRL ou de URL. Oui, vous pouvez évidemment embaucher des salariés. Notamment en EURL, encore une fois, c'est une personne morale. Donc, c'est la société qui va embaucher le salarié, alors que dans l'EIRL, c'est vous à titre personnel. C'est pour ça que l'entreprise individuelle, vous pouvez pas vous associer avec quelqu'un, vous pouvez embaucher des salariés. En revanche, il faut juste faire attention effectivement à ces histoires de responsabilité. Quel statut serait le mieux adapté pour un projet de vente en ligne de produits créé par plusieurs auto-entrepreneurs? Alors, Salim nous pose la question de savoir quel statut est le plus adapté
pour un projet de vente en ligne de produits qui serait créé par plusieurs auto-entrepreneurs. Alors moi, j'aurais tendance à dire plutôt une société. Alors SARL ou SAS en fonction de votre projet. Mais à partir du moment où c'est un projet commun et que vous êtes, par définition, vous avez l'air de travailler ensemble et donc d'être associés à l'accomplissement d'un objet commun, a priori, c'est quand même une structure personne morale qui serait intéressante, avec le choix effectivement à faire en fonction de votre projet, de vos rémunérations respectives, qu'est-ce que vous voulez en faire. Mais voilà, l'idée d'une personne morale serait plus à même serait plus adaptée, je pense, que chacun vende de votre côté des biens. Alors, on a Kevin. Il souhaite créer une entreprise dans le domaine du conseil en supplément de son emploi salarié actuel. Il n'a donc pas besoin de générer un complément de revenu. Est-ce que la SASU est le choix le plus stratégique? Alors, Kevin demande si effectivement il aimerait créer un projet en parallèle de son contrat de travail. Et il n'a pas besoin de se verser de complément de salaire. Donc effectivement, il demande si la SASU est le plus adapté. Oui, c'est le plus adapté. Ça vous permet en fait de capitaliser, d'encaisser tout votre chiffre d'affaires sur votre société. Et le jour où vous en avez besoin, éventuellement de vous distribuer des dividendes ou de vous verser un petit revenu et de vous lancer le jour où vous quittez votre poste de salarié. En revanche, attention, si vous êtes salarié avec un contrat de travail, il faut bien regarder dans votre contrat de travail s'il n'y a pas des clauses de non-concurrence, des clauses d'exclusivité, parce que vous pourriez être empêché par les termes de votre contrat de travail de faire une activité à côté. Ou alors, il faudrait demander l'autorisation de votre employeur. Merci. On a Valérie. Donc, beaucoup de questions. Valérie, en EIRL, est-ce qu'on est imposé sur le revenu si on ne se verse pas de rémunération? Alors, Valérie demande si on en EIRL, si on est imposé sur le revenu, si on ne se verse pas de rémunération. Oui, le principe de l'EIRL, c'est qu'en fait, l'intégralité des revenus de l'entreprise sont imposés par transparence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les structures qui n'ont pas la personnalité morale, qui sont les entreprises individuelles ou entreprises individuelles à responsabilité limitée. Et donc là, il y a une imposition par transparence de l'intégralité des revenus de la structure, enfin de l'entreprise. Et il y a les structures qui sont les personnes morales, EURL, SA, SASU, enfin peu importe, où là, effectivement, vous êtes imposé sur votre revenu que si vous versez des rémunérations ou des revenus salariaux ou des dividendes. Mais quand on est en entreprise individuelle, oui, vous êtes imposé par transparence. C'est comme si l'entreprise n'existait pas. On a Alexis qui demande, est-ce que je peux embaucher ou faire appel à un stagiaire si je suis auto-entrepreneur? Alors, Alexis demande s'il peut embaucher ou faire appel à un stagiaire s'il est auto-entrepreneur. Vous pourriez éventuellement faire appel à un stagiaire, mais le problème, c'est que vous allez le payer et que ça ne sera pas déductible. Donc, c'est pas la meilleure structuration possible, pour être très honnête, sachant que vous ne pouvez pas embaucher, mais vous pourriez faire appel à un stagiaire. Mais encore une fois, si c'est compliqué d'avoir qu'un seul stagiaire et pas de salarié, l'auto-entreprise, en général, c'est vraiment quand on exerce seul. Alors, on a Stéphanie qui demande quelle serait la structure pour être représentant ou une filiale d'une société étrangère hors Europe proposant des services dans le tourisme. Alors, Stéphanie pose une question sur la structure d'une activité étrangère. Alors, c'est une activité qui serait exercée à l'étranger et qui serait une filiale d'une société française, si je comprends bien. Ah, la structure qui pourrait la représenter en France. D'accord, une société étrangère dont la structure... Alors, il y a plusieurs options. Encore une fois, c'est en fonction des projets, de la taille des projets. Dans ce cadre-là, on a quand même plutôt tendance à constituer des filiales. C'est-à-dire que la société étrangère va constituer une filiale en France qui sera reliée avec elle. Ça permet en fait à la structure étrangère de financer le développement de la filiale en France. Mais ce n'est pas une obligation de créer une filiale. Il y a aussi la possibilité de créer un établissement ou une succursale. Et ce sont en fait des
ce ne sont pas des structures, ça n'a pas de personnalité morale à proprement parler, c'est pas individualisé. La filiale, elle a une vraie personnalité morale, elle est individuelle, alors que la succursale, elle dépend directement de la structure étrangère et elle est représentée par quelqu'un qui serait en France. Donc voilà. Mais en fait, c'est les régimes, c'est pareil, c'est si vous créez une filiale, c'est-à-dire que vous avez une comptabilité à part, du juridique à part, avec éventuellement l'embauche de salariés, c'est donc une vraie entité autonome. Alors que la succursale, elle dépend évidemment beaucoup plus de la société mère, et vous êtes affilié à des régies, enfin des caisses notamment de sécurité sociale qui sont un peu particulières. Voilà. Mais ça peut être la succursale, l'établissement stable ou la filiale. On a Benjamin qui demande si le statut de l'entreprise peut changer au cours de vie. Alors Benjamin demande si le statut de l'entreprise peut changer en cours de vie. Oui. En général, ça change parce qu'effectivement, en fonction de votre projet, et souvent les projets évoluent. Et donc, parfois, on commence en SARL et on transforme en SAS en fonction des opérations que vous avez envie de réaliser. On a effectivement, enfin voilà, oui, ça peut évoluer sans difficulté. C'est juste un coût juridique et comptable. Voilà. On a Caroline qui demande qu'est-ce que vous recommanderiez dans une SAS. La quote-part de capital est donnée à un associé qui travaillerait 2 jours par semaine. Alors, j'ai pas entendu le prénom. Caroline. Donc, Caroline demande quelle quote-part de capital que je donnerais à quelqu'un qui travaille 2 jours par semaine sur le projet. Alors, encore une fois, c'est très personnel et c'est tout le principe de cette masterclass. C'est que ça dépend si cette personne est à l'origine ou pas du projet. Si à terme, elle ne travaille que 2 jours par semaine parce qu'il n'y a pas les moyens de la payer plus et qu'à terme, elle va être à 5 jours par semaine. Voilà, ça dépend un peu de quel est son apport. Est-ce qu'elle est indispensable, pas indispensable? Si elle est indispensable, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux donner un peu plus. Sachant que c'est pareil, si vous avez quelqu'un dans votre capital, vous êtes entre guillemets lié avec cette personne. Donc il faut envisager et anticiper un peu toutes les conséquences que ça implique. C'est-à-dire que quand vous avez une décision à prendre, elle doit être consultée pour un certain nombre de décisions. Enfin voilà, donc ça dépend vraiment de votre projet, malheureusement. Je ne peux pas vous y répondre comme ça. On a Wassim qui demande en auto-entreprise. Donc, si on n'a pas de bénéfices mais du chiffre d'affaires élevé, quel est le recours pour les taxes? Alors, c'est Yacine ? Wassim, pardon. Si on a un chiffre d'affaires élevé, mais on n'a pas de bénéfices. Alors, le principe de l'auto-entreprise, c'est qu'il n'y a pas de notion de bénéfice. Vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires. Donc, comme vous ne pouvez pas déduire de charges, ni pas forfaitairement, ni de manière réelle, en fait, vous êtes imposé sur 100% de votre chiffre d'affaires réalisé, sans déduire les frais que vous avez engagés, et vous avez l'option d'imposition. Mais voilà, vous ne pouvez pas, si vous avez des chiffres d'affaires, vous êtes imposé, malheureusement. Il n'y a pas la notion de bénéfice en auto-entreprise. On a Christophe qui demande quels sont les avantages qui sont liés aux jeunes entreprises universitaires. Alors, Christophe demande quels sont les avantages qui sont liés aux jeunes entreprises universitaires. Alors, très honnêtement, c'est une question qui est assez vaste et je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait adapté. Enfin, ça serait très long de répondre et je ne voudrais pas répondre à côté. Donc, je suis désolée, Christophe, mais celle-là, je vais devoir passer. Du coup, on a Juliana qui revient sur la succursale ou la filiale. Oui. Donc, les déclarations d'impôts et de cotisations, dans le cas d'une succursale, sont faites uniquement en France ou au pays d'origine et dans les deux? Alors, Juliana pose une question supplémentaire sur la succursale. Alors, la succursale, en fait, vous devez déclarer vos revenus, enfin vos résultats en France, mais également, effectivement, ça sera comptabilisé dans la structure étrangère. Donc, il y a une double comptabilité à tenir. En tout cas, vous devrez déclarer dans les deux. Et pour les salariés, vous allez devoir vous affilier à, je crois, c'est la sécurité sociale du Bas-Rhin ou l'URSSAF du Bas-Rhin, dans lequel vous devrez éventuellement, enfin pas éventuellement, mais si vous avez des salariés, vous devez être affilié à cette sécurité sociale-là pour payer vos impôts en France. Et ensuite, tout sera déduit à l'étranger. C'est un peu compliqué, mais voilà. Alors, mon intervention se termine dans 22 secondes exactement.
Et donc, écoutez, je suis ravie d'être intervenue. C'est triste de ne pas vous avoir vu en vrai, mais j'espère que j'ai pu répondre à un certain nombre de vos questions. Et évidemment, n'hésitez pas, si un jour vous avez besoin d'un conseil, je suis à votre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.